Le NSDAP, Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Si on retire le national de l'intitulé, on a le nom basique d'un parti de gauche du début du XXe siècle. Alors, après avoir vu une foule de tweets et de vidéos sur le sujet, qui se contredisaient évidemment tous, j'ai fini par me demander si c'était vraiment le cas, s'ils l'étaient de gauche, les nazis. Je vous propose aujourd'hui de revenir avec moi sur mes recherches. On va pouvoir parler de ce qu'on ne vous raconte jamais sur les nazis d'habitude, d'économie, de justice, de politique sociale, de fiscalité. Bref, du fonctionnement du national-socialisme. J'imagine que pour commencer une vidéo sur ce thème, ce qu'on ferait en général, c'est vous donner une définition universelle de la gauche de l'époque, en vous en citant les principales idées. Je vais éviter ça ici, ne serait-ce que parce que cette définition évolue avec le temps, et selon les avis politiques de chacun. Non, moi j'aimerais essayer de rester autant que possible dans le concret, et pour ça, je vous propose de remplacer cette définition par un programme politique de l'époque, celui du SPD, le Parti social-démocrate d'Allemagne. Alors, comme le nom l'indique, c'est dans les années 20 un parti social-démocrate, réformiste, donc de gauche, mais pas du tout à l'extrême. C'est les moins radicaux des socialistes. C'est aussi le plus grand parti de la République de Weimar, et le seul à dépasser le score du NSDAP aux élections de 1930. Alors, pour être plus précis, on va s'appuyer sur le programme de Heidelberg, qui a été développé en 1925 et qui fixe la ligne de conduite du parti jusqu'en 1959. Donc c'est lui qui est mis en avant par une grande partie des socialistes allemands lorsqu'Hitler arrive au pouvoir en 1933. Ce programme, je vais pas vous le lire en entier, il est un peu long pour une vidéo comme la mienne. Donc ce que je vous propose, c'est d'en extraire les points les plus importants, et c'est eux qu'on utilisera pour la comparaison par la suite. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est donc, avant tout, d'explorer ensemble le national-socialisme et le fonctionnement de l'Allemagne sous le régime nazi, mais en s'appuyant sur un programme politique de gauche, ce qui nous permettra de parler d'énormément de sujets divers et variés. Alors, le programme de Heidelberg, ça donne quoi? En gros, c'est un programme marxiste très modéré, réformiste, laïque, un peu anticapitaliste mais pas trop, qui garde une partie des idées de pacifisme et d'internationalisme inhérents à la gauche de l'époque, et qui cherche globalement, avant tout, à protéger les travailleurs et à obtenir une égalité entre tous les citoyens. Rien de particulièrement radical pour le coup. Alors, ce programme, ce qu'on pourrait faire, c'est le comparer avec celui du NSDAP, avant de le comparer avec les actions du parti après 1933. Mais, problème, le parti nazi n'a pas vraiment de programme. L'année suivant sa création, 1920, il en propose bien un, le programme en 25 points. Mais il est rédigé avant même qu'Hitler soit à la tête du parti, et il sera globalement mis de côté assez vite par ce dernier. Et puis, au passage, lorsque ce programme est publié, le parti s'appelle encore le DAP, Parti ouvrier allemand. Il n'a même pas encore intégré le national-socialisme à son nom. Mais bon, on peut faire une petite comparaison rapide quand même pour introduire le sujet. Sur les 23 points que j'ai extraits du programme de Heidelberg, on les verra en détail par la suite, 7 sont directement contradictoires avec le programme des nazis. Par exemple, toutes les idées de paix et de désarmement, l'abolition de la peine de mort, la forme de gouvernement ou l'égalité de droit entre tous les citoyens, puisque le DAP exclut les juifs de ce cadre. 15 autres ne sont pas abordés par le programme en 25 points. S'ils ne le sont pas, on peut globalement imaginer que les nazis y sont soit hostiles, soit indifférents. Par exemple, tout ce qui touche à la participation des ouvriers à l'économie, et tout ce qui concerne la fiscalité. Tandis que sur la laïcité, c'est pas totalement clair. Le programme en 25 points s'oppose en partie au christianisme, tout en soutenant sa propre vision de celui-ci. Enfin, il y a un point sur lequel les deux programmes sont d'accord, c'est l'interdiction du travail pour les enfants. Sinon, le programme du DAP est surtout rempli de points qui vont à l'encontre des étrangers et des juifs, qui demandent l'agrandissement de l'Allemagne et l'adoption d'une forme de gouvernement plus centralisée et autoritaire. Il prône aussi le renforcement de l'armée, et s'en prend à une partie des riches et à certaines grandes entreprises. Il demande par exemple la nationalisation de tous les trusts, ces grandes entreprises en situation de monopole ou presque. Et sur ce point, par exemple, il est plus radical que le SPD qui lui propose seulement de les contrôler, justement pour éviter les monopoles. Mais bon, comme dit, la comparaison est un peu inutile au vu du traitement que les nazis ont apporté à leur propre programme par la suite. Et donc, si ça se trouve, dans les actes, ils se rapprocheront un petit peu plus de celui des sociodémocrates, d'une façon ou d'une autre. Donc, pour répondre à notre question, on va enfin entrer dans le sujet et voir ça de façon méthodique, point par point. On vous lira toujours d'abord les idées extraites du programme de Heidelberg, avant d'expliquer ce que les nazis ont fait eux après qu'ils soient arrivés au pouvoir.
Pour la forme de gouvernement, une république démocratique fédérale avec un pouvoir central fort du côté de la législation, de l'administration et de la justice, mais malgré tout une autogestion importante des Länder et des communes. Une fois au pouvoir, les nazis font tout le contraire. La République de Weimar disparaît, laisse la place à une dictature personnelle du Führer. Tout tourne autour de lui et ses ordres font la loi. C'est le régime le plus centralisé que l'Allemagne a connu dans son histoire. C'est assez connu, je pense pas qu'on ait besoin de s'attarder là-dessus. Mise en place d'une police unique à l'échelle du pays, mais dont les pouvoirs sont limités au profit des juges pour éviter les arrestations arbitraires. Pour ce qui est de la mise en place d'une police unique à l'échelle du pays, bon, c'est compliqué, puisque les nazis ont créé de nouveaux organes, dont la Gestapo, et rajoutent à la police traditionnelle allemande ses propres services paramilitaires, dont ceux de la SS, en essayant de regrouper tout ça ensemble. Mais au-delà de ça, c'est surtout sur le second point que ça pêche, vous vous en doutez. Il n'est pas question de retirer du pouvoir aux polices sous l'Allemagne nazie. La police peut arrêter et incarcérer n'importe qui sans preuve. Et elle a d'ailleurs parfaitement le droit de lancer des actions préventives, tandis qu'elle a les mains libres pour maltraiter les prisonniers. Égalité constitutionnelle de tous les citoyens sans distinction de sexe, d'origine, de religion et de propriété. On va pas s'attarder sur ce point. Vous connaissez déjà le sort qui a été réservé aux juifs, aux handicapés, aux homosexuels, et globalement à tous les citoyens qui ne sont pas considérés comme faisant partie de la race allemande. L'inégalité, c'est le fondement même de l'idéologie nationale-socialiste, et de toute façon, on y reviendra régulièrement par la suite. Facilitation du divorce, égalité homme-femme, et égalité des enfants illégitimes avec les enfants légitimes. L'égalité homme-femme n'est évidemment pas une question qui passionne les nazis. Et pour être honnête, ça ne passionne pas grand monde dans l'Europe de cette époque. Le sexisme est généralisé partout. Mais les nazis sont sûrement les pires élèves de ce côté. Leur idéologie en elle-même est basée sur la promotion de la virilité, de la force physique et du culte du corps masculin. Celui de la femme n'est mis en avant que pour une fonction, enfanter, reproduire la race allemande. C'est son devoir pour la nation. Mais malgré tout, la femme a son importance pour le régime nazi. Elle est la moitié de son électorat en 32. Elle doit aussi, par son rôle d'institutrice et de mère, diffuser le national-socialisme chez les enfants. Pour ce qui est de la législation sur le divorce, les nazis y consacrent une loi en 38. Elle permet aux couples de divorcer pour les motifs d'adultère, le refus de procréer, l'immoralité, les MST, la séparation du couple pendant une durée de 3 ans, la maladie mentale, l'incompatibilité raciale et l'infertilité. En gros, si votre partenaire n'appartient pas à la race allemande, ne vous permet pas de procréer ou vous trompe, alors vous avez le droit de divorcer. Dans les faits, le divorce reste avant tout un privilège masculin. Les hommes remportent 80% des divorces accordés par la justice nazie. La question des enfants illégitimes me permet elle de vous rappeler que les nazis ont, entre 35 et 45, organisé la production, il n'y a pas d'autre mot, de 20 000 enfants dans des maternités spéciales entre des Allemandes célibataires anonymes et des soldats de la SS. Enfants illégitimes mais supérieurs puisqu'étant les meilleurs représentants de la race allemande, ils devaient ensuite être élevés par l'État ou adoptés par de bonnes familles. Abolition de la peine de mort. C'était déjà pas prévu dans le programme en 25 points. Ça l'est encore moins quand les nazis prennent le pouvoir. La peine de mort, avec les camps, c'est le moyen de répression par excellence du pouvoir nazi. C'est le cas en Allemagne et dans tous les territoires occupés, où les traîtres et les résistants, entre autres, en sont constamment victimes. Lors de la guerre, le nombre des crimes passibles de mort passe de 3 à 46. Ainsi, entre 33 et 45, les tribunaux civils allemands décrètent plus de 16 000 condamnations à mort. Les tribunaux militaires en décrètent eux plus de 50 000. Protection des syndicats et du droit de grève. En l'espace de quelques mois, après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, les syndicats et les organisations de travailleurs sont dissous. Leurs biens sont confisqués, tandis que les dirigeants et les militants sont intimidés, violentés ou arrêtés. Avec la loi de 34 sur l'organisation du travail national, le droit de grève est définitivement enterré, alors que les chefs d'entreprise gagnent un pouvoir presque total sur leurs salariés. La loi renforce aussi l'influence de l'État sur les entreprises, mais on y reviendra. Pour remplacer les syndicats, les nazis créent dès 33 le Front allemand du travail. Le nom est important. Le terme front remplace syndicat et renvoie directement aux ambitions guerrières du régime, tandis que le mot travail remplace le terme travailleur ou ouvrier qui est généralement utilisé par les syndicats. L'institution n'est pas là pour protéger les travailleurs, mais pour organiser le travail. Pire, les objectifs qu'elle poursuit tout le long de son existence sont simples. Empêcher la communication et la réunion des travailleurs en dehors des cadres nazis et priver la main-d'œuvre de ses droits. De l'autre côté, elle vise aussi, et avant tout, à faire adhérer les travailleurs au système nazi.
Et comme la répression et la privation de droits ne vont évidemment pas dans ce sens, on y ajoute des avantages matériels et des concours pour les membres du front, faisant miroiter une élévation sociale aux meilleurs travailleurs. Droit des femmes au travail. Le discours des nazis sur les femmes et le travail est double. Comme on l'a vu avant, dans l'idéologie national-socialiste, la femme a une place très définie. C'est celle de reproductrice, de mère au foyer. Elle doit faire autant d'enfants de race allemande que possible et s'en occuper, leur donner une éducation en accord avec l'idéologie. Ainsi, entre 1933 et 1936, la Ligue nationale socialiste des femmes, la branche féminine du Front allemand du travail, promeut le retour des travailleuses allemandes à leur foyer. Non seulement c'est un grand échec, mais surtout la stratégie change à partir de 1936. Hitler se prépare pour la guerre, et pour ça, il a besoin d'une forte natalité et de plus d'ouvriers. Les femmes doivent alors assumer le double fardeau de la maternité et du travail à l'usine. Plus le temps avance, plus les femmes sont recrutées pour des tâches liées à la guerre, et plus ces enfants sont élevés par l'État. Le service d'aide à la guerre, mis en place à partir de 1941, mobilise les jeunes femmes allemandes, puis des territoires occupés, afin qu'elles servent d'auxiliaires à l'armée ou occupent tout un tas de postes différents, pour la majorité au sein des usines d'armement. Le droit au travail des femmes n'a jamais existé dans le discours national-socialiste. Dans un premier temps, les femmes ont le devoir de servir leur foyer, dans un second, elles ont le devoir de travailler pour le bien commun de la race allemande, à savoir pour l'État nazi. Interdiction du travail aux enfants. Avant la Première Guerre mondiale déjà, l'Empire allemand avait produit une loi qui interdisait le travail des enfants de moins de 12 ans dans les entreprises privées et de moins de 10 ans dans les entreprises familiales. Il me semble qu'il n'y ait pas eu d'autres lois par la suite, mais globalement, la tendance est au recul progressif du travail des enfants. Les nazis ne légifèrent pas plus, mais ce n'est de toute façon pas forcément nécessaire à cette époque. On considère déjà plus ou moins que le travail des enfants est aboli ou en voie de l'être. En revanche, avec l'institution des jeunesses hitlériennes, qui devient obligatoire pour tous les jeunes Allemands à partir de 1936, puis élargie à tous ceux de 10 à 19 ans à partir de 1939, les adolescents allemands sont forcés, dans le cadre du service du travail du Reich, de participer aux moissons, à la traite des vaches et à la coupe du bois. Cette obligation s'étend progressivement aux affaires de la guerre. À partir de 1943, les jeunesses hitlériennes servent dans l'artillerie anti-aérienne, avant d'aller prendre les armes sur le front l'année suivante. Durant les 6 derniers mois de la guerre, la SS incorpore 150 000 adolescents. Quoi qu'il en soit, comme toujours, les nazis sont plus cléments avec les Allemands qu'avec les autres. En 1944 par exemple, ils mettent en place l'Action, un projet de déportation de plusieurs milliers d'enfants biélorusses, de 10 à 18 ans, vers les usines d'armement allemandes. D'autres déportations ont également eu lieu les années précédentes. Journée de 8 heures de travail maximum, 42 heures de repos consécutifs par semaine minimum et congé annuel avec maintien du salaire. Sur la question du temps de travail, les nazis suivent la même ligne de conduite qu'habituellement, hégémonie du patronat et de la productivité sur le travailleur. Le temps de travail augmente progressivement. En 1936, la journée de travail maximum passe de 8 à 10 heures dans le secteur de l'armement. Ainsi, si les salaires des ouvriers restent stables de 33 à 39, la production industrielle est-elle multipliée par 2. Depuis 1934 aussi, les grandes usines sont libres d'organiser la production comme elles le souhaitent. Le travail de nuit, le travail le dimanche ou les heures supplémentaires ne coûtent rien au patron. La seule limite est fixée à 96 heures de travail maximum toutes les 2 semaines. Mise en place d'une inspection du travail. Dans un monde de l'entreprise où les patrons ont une autorité absolue sur leurs travailleurs, jusqu'à même se faire appeler Führer, une inspection du travail n'est pas nécessaire. Elle l'est encore moins lorsque les usines exploitent une main-d'œuvre déportée depuis les territoires conquis. Mise en place d'une assurance sociale dont le champ d'action s'étend aussi aux chômeurs et aux personnes en incapacité de travailler. En 1933, les nazis font dissoudre toutes les institutions privées d'aide sociale qui dépendaient jusqu'ici des églises ou des mouvements syndicaux au profit d'un organe unique du parti, le NSV. Là-dessus s'est progressivement ajoutée une assurance publique, mais dont les juifs, les communistes et les sociodémocrates particulièrement récalcitrants étaient exclus. Le NSV met donc en place plusieurs initiatives sociales en faveur des travailleurs et des Allemands défavorisés. Kraft durch Freud, qui permet aux membres du Front allemand du travail de profiter d'activités et de loisirs à prix très réduit, Schönheit der Arbeit, qui vise à améliorer la qualité des lieux de travail, Mutter und Kind, qui prend soin des mères et des enfants considérés de la race allemande, ou Winterhilfswerk, qui fournissait des biens de première nécessité pendant l'hiver aux Allemands les plus démunis. Ces initiatives étaient loin d'être parfaites, c'est le moins qu'on puisse dire, et participaient activement à la propagande nazie, mais elles avaient au moins le mérite d'exister.
La question des chômeurs se pose de toute façon de moins en moins. Le réarmement, les grands projets à l'échelle nationale et l'augmentation rapide des effectifs de l'armée permettent de faire disparaître le chômage en 1939. L'Allemagne manque même de main-d'œuvre. 400 000 postes sont à pourvoir, alors que le pays ne compte qu'une centaine de milliers de chômeurs en moyenne cette année. Il faut quand même noter que ce chiffre ignore les hommes incarcérés, les femmes dont le mari travaille et les jeunes incorporés dans le service du travail. Pour ceux qui sont en incapacité de travailler, vous connaissez déjà l'avis des nazis sur les handicapés physiques et mentaux. Notons, par exemple, l'action T4 qui, entre 39 et 41, entraîne l'élimination de plus de 70 000 handicapés jugés inaptes au travail, comprenant des pensionnaires de maisons de retraite. École et enseignement supérieur public, gratuit et commun aux deux sexes. Les nazis touchent peu aux structures d'enseignement de la République de Weimar, à quelques exceptions près. Les juifs sont progressivement interdits dans les écoles dites allemandes et parqués dans des écoles qui leur sont réservées, avant que celles-ci ne soient fermées en 42. Le corps enseignant est aussi épuré de ses éléments non ariens ou jugés trop peu favorables envers le régime. Si les structures ne changent donc pas beaucoup, le programme, lui, est profondément remodelé pour coller avec les idées national-socialistes. Surtout, une nouvelle institution prend désormais une part très importante dans l'éducation et l'endoctrinement des enfants et des adolescents, la jeunesse hitlérienne, devenue obligatoire pour tous les Allemands à partir de 10 ans dès 1935. Elle permet au régime de diffuser ses valeurs, honneur, germanité, sang, sol, race, haine des autres. Séparation de l'Église et de l'État. Séparation de l'Église et de toutes les formes d'enseignement. Les relations entre le pouvoir nazi et les églises, catholiques comme protestantes, sont compliquées. La plupart des dirigeants nazis s'opposent au christianisme, en tout cas tant que celui-ci ne s'adapte pas à leur idéologie. Mais la quasi-totalité des Allemands sont chrétiens. Le parti ne peut donc pas totalement s'en détacher. On assiste ainsi à deux phases. La première s'illustre par un intérêt tout particulier de la part du pouvoir pour les églises, dans le but de pouvoir mieux les contrôler et de rassurer son électorat. En 1933, après avoir fait dissoudre les partis politiques, les syndicats et les associations chrétiens, les nazis signent un concordat avec l'Église catholique, qui voit ses droits protégés par l'État national-socialiste. De l'autre côté, le Führer encourage les églises protestantes à s'unifier en une unique église du Reich, projet en lequel il est soutenu par une bonne partie des protestants qui se regroupent dans le mouvement des chrétiens allemands. Ainsi, cette église d'État voit le jour dès 1933. Mais les deux entités ne peuvent fonctionner ensemble, chrétienté et national-socialisme. Bien que les croyants de la première sont aussi souvent les plus fervents soutiens du second, les deux idéologies sont incompatibles, et rapidement, chez les évêques catholiques comme protestants, on voit apparaître des discours à l'encontre du nazisme. Et de fait, le Concordat comme l'Église du Reich sont des projets qui ne sont pas respectés. Le premier est peu à peu bafoué par les nazis, tandis que la seconde subit l'hostilité d'une grande partie des pasteurs allemands. Il n'y a jamais eu de séparation entre les églises et l'État, mais peu à peu, les ordres enseignants chrétiens sont chassés des écoles publiques, les monastères sont pris pour cible, la presse chrétienne est bâillonnée, les écoles privées catholiques sont fermées, et des centaines de prêtres prennent la route des camps. Par peur de créer des troubles, les nazis ne peuvent pas aller beaucoup plus loin en Allemagne. Par contre, ils n'ont aucun scrupule à le faire dans les territoires occupés, et tout particulièrement à l'Est. Plus de 1000 religieux polonais sont constamment détenus au camp de Dachau, tandis que l'Église, les prêtres et les croyants subissent une terrible répression. Recours à l'impôt progressif sur le revenu, sur la fortune et sur l'héritage. Poursuite contre la fraude fiscale. Exonération fiscale pour les plus défavorisés. On parlera juste après du gros morceau qu'est l'économie nationale-socialiste. Mais avant, prenons le temps de parler très rapidement de sa fiscalité, sur laquelle j'ai toutefois beaucoup de mal à trouver des informations. Pour relancer son économie, fournir son armée et créer des emplois, le parti a besoin de fonds. Et pour récupérer des fonds, la première solution est de rehausser les impôts. Les nazis évitent ça dans la mesure du possible. À la place, ils suppriment les moyens d'éviter le paiement des impôts. On pourchasse donc par extension les fraudeurs fiscaux, ce qui permet, conjointement avec la reprise économique, de faire grandement augmenter les ressources fiscales. A noter qu'on assiste à une légère baisse des impôts en 1933, censée stimuler la baisse du chômage, ce qui semble avoir eu peu d'effet en réalité. On peut noter certaines exceptions toutefois. Les juifs, par exemple, pour qui les lois fiscales se renforcent fortement et participent, dans un simili de cadre légal, à l'expropriation de leurs biens. Les célibataires et les couples sans enfants subissent aussi des majorations importantes de leurs impôts, pour les pousser à adopter l'idéal familial prôné par le national-socialisme.
à l'exception d'Hitler qui, bien que célibataire et sans enfant, est exonéré totalement et définitivement d'impôts sur le revenu à partir de 1935. Notons quand même que les nazis créent quelques impôts avec le temps, dont certains qui n'en portent pas le nom. Par exemple, un impôt de 6% contre le chômage, récolté même en période de plein emploi, et des cotisations obligatoires versées au front du travail à hauteur de 10 à 15% du salaire brut, que ce dernier réinvestit directement dans le réarmement. La fiscalité fournit ainsi les 2/3 du budget nazi. Le reste est complété en grande partie par l'emprunt auprès d'investisseurs et de banques allemands, qui n'ont plus le droit d'investir ailleurs que dans l'État. La création de monnaie apporte, elle, les derniers revenus nécessaires. Évidemment, une fois la guerre déclarée, les expropriations et les pillages participent au financement de la machine, sans oublier, toujours, tout ce qui est pris aux juifs. Nationalisation des terres, des ressources minières et des sources d'énergie naturelle qui servent à la production d'énergie. Participation de la classe ouvrière à l'organisation de l'économie et contrôle des monopoles et des cartels capitalistes par l'État. Mise en place du libre-échange grâce à des accords commerciaux long terme. Les nazis sont allés à l'encontre de ces 3 points. Mais je pense que pour expliquer ça, il faudrait revenir sur l'économie nationale-socialiste dans son ensemble. Première chose, vous avez sûrement déjà lu et entendu tout et son contraire sur ce sujet. Soit que les nazis étaient de farouches socialistes qui ont soumis toute l'économie au contrôle de l'État, soit qu'ils étaient à la botte des capitalistes qui les ont amenés au pouvoir et contrôlés par la suite. Les deux récits sont évidemment biaisés et exagérés. Les nazis n'étaient pas socialistes, dans le sens où ils ont bâillonné et privé de tout contrôle sur l'économie les travailleurs, et n'ont jamais remis en question la propriété privée des capitalistes, avec lesquels ils ont toujours traité et dont ils ont encouragé les profits. De l'autre côté, dire qu'ils étaient à la botte de ces derniers est également faux. Le capitalisme ne suit pas son cours habituel sous le national-socialisme, et les capitalistes n'ont pas autant soutenu les nazis avant leur arrivée au pouvoir qu'on peut l'entendre. À part quelques exceptions, ils ne s'en sont vraiment rapprochés que lorsque le parti devient la deuxième force politique du pays, et surtout, après son arrivée au pouvoir. Le patronat préfère la droite et le centre-droit au national-socialisme, mais à choisir entre les socialistes et les nazis, son choix se porte par défaut sur les seconds. Le grand patronat n'a pas non plus eu la primauté sur la politique menée par le parti. Il y a une convergence d'intérêts entre les capitalistes et les nazis, qui les amène à s'influencer les uns les autres, mais ce ne sont pas les seuls acteurs de la politique du Troisième Reich. Le pays est en réalité entre les mains d'une alliance qui regroupe 4 corps politiques interdépendants. Le Parti national-socialiste et ses diverses branches, le grand patronat et les grands propriétaires terriens, l'armée et, un peu plus tard, l'ASS. L'influence de chaque corps de cette alliance varie avec le temps. Si les capitalistes et le haut commandement militaire ont un poids considérable au départ, celui-ci réduit avec le temps au profit du parti et de l'ASS, sans jamais disparaître pour autant. Ainsi, l'économie nazie n'a pas de fondement prédéfini, contrairement aux socialistes ou aux libéraux par exemple, qui suivent une doctrine précise. L'économie nationale-socialiste se fait au jour le jour. Elle emprunte ce dont elle a besoin à telle ou telle doctrine, et surtout, elle fait un mix entre sa propre idéologie raciale et belliciste, et les intérêts du grand patronat et de l'armée. Ça s'illustre en gros comme ça. Mise au pas des travailleurs au profit du patronat, relance économique grâce au réarmement qui permet de satisfaire autant l'armée, qui regagne en influence, que les grandes entreprises, qui font des profits records dans tous les secteurs liés à l'industrie lourde et à la chimie. Et enfin, mise en autarcie de l'économie du pays, qui se retrouve globalement exclue des marchés internationaux, ce qui sert à la fois l'idéologie nazie, qui prône la conquête de grands territoires pour atteindre celle-ci, de l'armée, qui obtient les moyens nécessaires à cette conquête, et des entreprises, qui gagnent une main-d'œuvre et des ressources à un prix dérisoire. En contradiction totale avec le programme en 25 points, la politique nationale socialiste s'illustre aussi par la mort des petites entreprises et l'explosion des profits des trusts, qui renforcent leur monopole sur leurs secteurs respectifs. Le parti oriente l'économie dans le sens de ses objectifs. Il peut pour ça utiliser bien des leviers, dont la distribution de matières premières, et fait de plus en plus primer l'idéologie sur les réalités économiques à partir du moment où la guerre fait rage. Ça déplaît parfois aux industriels, mais comme dit, la propriété privée n'est jamais remise en question, à l'exception de celle des juifs, et les nazis procèdent à des privatisations dans plusieurs secteurs, à commencer par la sidérurgie. Notons aussi que les industriels sont les grands absents de la résistance envers les nazis, contrairement aux ouvriers ou à la vieille aristocratie, qui elle s'y oppose de plus en plus au fil du temps. Il faut voir l'économie nazie comme, avant tout, une économie de guerre, une fuite en avant qui a besoin de conquête et de l'exploitation de territoires conquis pour fonctionner. Si ça mène indéniablement au renforcement de la mainmise de l'État sur l'économie,
C'est malgré tout très profitable pour les industriels, et encore plus pour les très grandes entreprises en situation de quasi-monopole, mais absolument intenable sur le long terme. L'échec de l'économie nationale-socialiste est tout aussi important dans la défaite allemande que les revers militaires. Maintien de la paix et résolution pacifique des conflits dans le cadre d'une société des nations renforcée. Désarmement international. Autodétermination des peuples et rapprochement économique de ceux-ci par la fondation des États-Unis d'Europe. Je pense ne pas avoir besoin d'aborder ces thèmes. Une carte de l'expansion du Reich à l'été 42 devrait suffire. Voilà, on vient de traiter les 23 points que j'ai extraits du programme de Heidelberg. Sur tout ceci, seuls 3 sont en accord avec la politique menée par le parti nazi. Celui sur la séparation entre l'Église et toute forme d'enseignement, celui sur la poursuite de la fraude fiscale, et celui sur la mise en place d'une assurance sociale. Il y a également 3 points sur lesquels je suis incapable de vous fournir une réponse tranchée, soit par manque de sources, soit parce que la réponse est mitigée. Je parle là des extraits qui traitent de l'école et l'enseignement supérieur public, gratuit et commun aux deux sexes, du recours à l'impôt progressif sur le revenu, sur la fortune et sur l'héritage, et de l'exonération fiscale pour les plus défavorisés. Il reste donc 17 points sur lesquels les nazis sont allés, sans aucun doute, à l'encontre des idées social-démocrates. Enfin, pour pouvoir répondre correctement à notre question, il y a encore 2 points que j'aimerais traiter avec vous. Le premier, c'est que le parti nazi a eu pendant longtemps une aile gauche. J'entends par là plus à gauche que la ligne directrice raciste, antisémite et nationaliste habituelle du national-socialisme, pas à gauche de l'échiquier politique. Une aile qui était donc bien plus anticapitaliste que l'entourage d'Hitler et qui prenait, entre autres, la nationalisation des grandes entreprises et des banques et la confiscation des grands domaines et des biens des familles princières déposés après la guerre. Cette aile est fondée et menée par l'un des plus importants cadres du parti, Gregor Strasser, qui considérait que l'anticapitalisme était nécessaire pour toucher les travailleurs. Elle s'illustre donc par une ligne idéologique qui lui est propre, et qui s'oppose directement aux idées du futur Führer, bien qu'elle reste profondément antisémite et anticommuniste. Cette différence mène à un affrontement interne au parti entre 24 et 28. C'est Hitler qui l'emporte. Strasser doit abandonner certaines de ses positions, mais reçoit en échange une place confortable de directeur de la propagande du NSDAP. Devant ses grandes qualités d'organisation, il devient le numéro 2 du parti en 1930, dont il exerce, en gros, le rôle de secrétaire général. Malgré tout, les 2 hommes s'opposent toujours sur bien des sujets, ce qui mène Strasser à démissionner en décembre 32, sans pour autant quitter le parti. Il avait alors assez d'influence pour lever une véritable fronde contre Hitler et diviser le parti en 2. Il a choisi de ne pas le faire. Après une ascension fulgurante, Strasser redevient un quasi-anonyme de la politique allemande. Bien qu'il ne représente plus aucune menace pour le Führer, il est éliminé, probablement par vengeance, lors de la nuit des longs couteaux, le 30 juin 1934. Bien que marginalisé face au cercle d'Hitler, le strasserisme a laissé sa trace dans le parti, et explique sûrement certaines des initiatives sociales ou économiques prises par le parti une fois son arrivée au pouvoir. Deuxième point, il me semble qu'il faille rappeler que le national-socialisme s'est construit, et ça compte aussi pour l'aile gauche dont on vient de parler, autour de la haine de la gauche. Les nazis s'opposent toujours à ceux qu'ils appellent les judéo-bolcheviks. Cette haine comprend tous ceux qui s'approchent de près ou de loin des thèses marxistes. Ça explique l'hostilité du parti envers ses homologues communistes et social-démocrates, mais aussi envers les ouvriers, et donc leur perte de droits, contrairement aux agriculteurs, peu touchés par ces thèses, qui deviennent les chouchous de la politique nazie. Le parti communiste est le premier à être interdit suite à l'incendie du Reichstag, ce qui entraîne l'arrestation d'un grand nombre de militants du KPD et l'interdiction de la presse et des réunions communistes. Puis, lors du vote de l'acte d'habilitation, qui donne les pleins pouvoirs à Hitler, seuls les sociodémocrates du SPD votent contre, à 94 voix contre 444, et ce malgré la présence menaçante des SA dans les couloirs. Ainsi, les premiers camps de concentration sont fondés pour interner les communistes et les socialistes. Ils peuplent les 5000 premières places du camp de Dachau. Ils sont également des cibles, aux côtés des anciens collaborateurs d'Hitler issus de la droite conservatrice, lors de la nuit des longs couteaux. En 1939, c'est plus de 150 000 communistes et sociodémocrates qui sont ou ont été internés dans des camps de concentration. Les ouvriers de l'industrie sont aussi la portion de la population à avoir été le plus arrêtés pour crimes politiques. Qu'est-ce que tout ça nous amène à conclure ? Non, les nazis n'étaient pas de gauche. Que ce soit sur la question de l'idéologie, de la justice, de la politique internationale ou sociale, non, les nazis n'étaient pas de gauche. Sur tous ces points, ils avaient plus d'affinité avec la droite conservatrice et le centre, c'est sûr, mais ils ne collaient avec l'idéal d'aucune de ces catégories. C'est là l'apanage de l'extrême droite.
Économiquement, ils ne l'étaient pas non plus, mais à ce niveau, on ne peut les rapprocher d'aucune famille politique. Sous leur joug, le capitalisme n'a pas suivi son cours normal, loin de là. Le système mis en place par les nazis était unique et s'est progressivement décorrélé de toute réalité économique. C'était une économie de guerre qui ne pouvait que s'effondrer à terme. Et encore, dans mes recherches, j'ai décidé de les comparer avec les sociodémocrates, l'aile droite de la gauche de l'époque. Si je les avais comparés avec les communistes, le résultat aurait été encore pire. Bref, les nazis se prétendaient nationaux socialistes. Ils n'étaient ni l'un ni l'autre. Ils ont brisé la nation allemande au profit d'une supposée race aryenne de sang pur, massacré et asservi leur propre peuple, bafoué ses droits et ses libertés, rejeté sa religion, ses intellectuels et sa mémoire, et écrasé, exterminé, exproprié et exploité ses voisins, allant à l'encontre du principe originel du nationalisme, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ils ont toujours haï tous les fondements du socialisme, et se sont construits autour de son rejet, tentant de tordre ce terme afin qu'il colle à leurs idéaux racistes, xénophobes, anti-marxistes et antisémites. D'un idéal qui cherche à abolir les classes sociales et obtenir l'égalité entre tous de façon universelle, ils en ont fait la recherche du bien commun d'une race par son asservissement et l'extermination des autres. Le nazisme est né du traumatisme de la guerre, de la honte de la défaite, de la recherche perpétuelle d'un ennemi intérieur, d'une quête insassable de vengeance, et par la recherche d'un rassurant idéal racial. Tout ça ne pouvait mener à la création d'une idéologie cohérente, capable de mener une nation vers la réussite. Et de fait, après leur passage, les nazis ont laissé celle-ci plus détruite, plus pauvre, et plus honteuse qu'elle ne l'avait jamais été.